Désormais, le pacte social est scellé entre le gouvernement et le bon syndicat de l'administration publique. Le gouvernement s'engage à l'application intégrale du décret du Premier ministre fixant la grille barémique au 4e trimestre de cette année en cours, en intégrant les frais des indemnités et des transports et la mécanisation des 50 000 agents certifiés jusqu'à présent non encore rémunérés, et c'est dans le but d'améliorer l'inclusion salariale. Une mesure qui entrera en vigueur au 4e trimestre de cette année. Ce sont là les résolutions issues des travaux de cette commission paritaire. Suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère qu'il n'y aura point de décollage de ces grands Congos sans une administration publique digne de ce nom, qui soit au rendez-vous de l'efficacité, de l'efficience et des résultats. Une administration publique où le fonctionnaire ne sera plus regardé comme un numéro matricule et une charge, mais plutôt comme un acteur majeur du développement. Signalons que ces travaux se sont clôturés par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Les syndicats, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction au président de la République pour avoir tenu à ses engagements. Eux, ils s'engagent aussi à leur tour de soutenir le gouvernement dans ses efforts de mobilisation de recettes en restant vigilants et signalant les cas de fraude, des détournements des fonds publics et de la corruption. Arriver à des conclusions acceptables, ça ne peut que nous enchanter, parce que là au moins, nous avons les éléments de restitution auprès de nos affiliés, de nos adhérents, de nos syndiqués. Quand nous sommes entrés dans cette salle, nous ne pensions pas atterrir en beauté. C'était vraiment difficile de part et d'autre, mais Dieu merci, nous avons atterri en beauté et c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement lors des accords de Bibois, tel a été l'objectif de ces travaux de 5 jours entre le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique INAP en sigle. Est-ce que tu peux prendre ces petits riens que nous avons donnés avec nos cœurs amertis? Est-ce que tu peux recevoir ce chèque, cher docteur Denis Mukwege? Devant une foule immense, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege a exprimé sa gratitude au peuple congolais qui s'est mobilisé pour réunir le montant de sa caution, à savoir 160 millions de francs congolais, afin de déposer sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. L'étape où vous dites, aujourd'hui, nous voulons nous choisir une personne, et cette personne n'aura rien à dépenser. Nous allons faire toutes les dépenses avec nos maigres moyens. C'est l'étape où vous voulez dire tout simplement que nous refusons que les hommes politiques continuent à acheter notre conscience et nous les revoyons revenir 5 ans après pour nous demander encore de leur faire confiance. Mais désormais, vous dites, nous allons nous choisir notre dirigeant, nous allons financer les coûts de sa campagne et cette personne sera sous notre contrôle. Il promet de réfléchir pour analyser tous les aspects avant de se prononcer sur sa probable candidature, mais assure qu'il est engagé et déterminé à développer la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il précise que sa lutte est longue et vise le changement parce qu'avec le peuple congolais, le changement tant souhaité est possible. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où beaucoup de Congolais disent « Nous devons lutter contre la balkanisation ». Mes chers amis, on rêve. Nous sommes déjà balkanisés. Le Congo est déjà divisé. C'est là où je voudrais que vous puissiez comprendre que la lutte que nous allons mener va être dure et longue. Le prix Nobel de la paix 2018, potentiel candidat à la présidentielle de décembre 2023, a souligné qu'il n'est pas l'homme à la solde des Occidentaux, contrairement à ce que certaines personnes pensent de lui.
que son combat pour le développement de la RDC ne vient pas de l'extérieur. Dr Denis Mukwege invite le peuple congolais à se battre pour sa libération. Il renseigne que sa vision, c'est pour un état de droit émergent pour un développement durable. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a prévu la date limite du dépôt des candidatures pour la présidentielle au 8 octobre prochain. Tous pour le second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv qu'a véhiculé le secrétaire national chargé de l'implantation et de l'installation de l'ACO Avenir du Congo, allié dans le regroupement AB de l'Union Sacrée, Maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, dès sa descente dans son fief natal qu'est la ville de Mbujimayi. L'accueil réservé à ce bouillon et dynamique fils du terroir, dans l'identité réputée dans la ville de Mbujimayi comme dans la province du Kasaï oriental, est une référence incontournable pour orienter les foules. C'est passé de toute mesure, tellement la connexion du secrétaire national de l'ACO, membre de l'Union Sacrée de la Nation, Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, avec la base est phénoménale. Les jeunes, plus nombreux, ensemble avec les vieux hommes et femmes, dont la joie de revoir leurs frères et fils du coin, l'ont accompagné à pied jusqu'au centre d'enrôlement situé au rond-point Koidro ex-Kachama, à l'école pilote des filles, au quartier rouge qu'il a vu naître, cela pour l'accompagner remplir toutes les formalités d'usage au BRTC de la CENI. C'est bien ici l'occasion pour les leaders de l'ACO dans le Kasaï oriental, Maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, actuel conseiller du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, de se mettre à l'œuvre pour le parti, dans la ville de Mbujimayi où, avec son agenda chargé, il a fait la tournée des 5 communes de la ville, Dioulou, Kanchi, Bipemba, Dibindji et Mouya, pour renforcer les cellules de l'ACO de son autorité morale d'Annie Banzamaloba. Par la suite, devant une foule totalement acquise, Maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita a tenu en haleine l'assistance qu'il a sensibilisé aux élections, au soutien des FRDC contre l'agression rwandaise, et surtout à la volonté manifeste du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la vision est de changer les choses à travers l'action forte du gouvernement des Warriors conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Les gouverneurs militaires étant appelés à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que les gouverneurs ont le rôle des commandants des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. C'est le général Chirimwami. En même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous, il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Accusé notamment de propagation de faux bruits et diffusion d'un document attribué à l'Agence nationale de renseignement ANER suite à la publication d'un article sur le site de Jeune Afrique dont il n'est pas l'auteur, cet article évoque un rapport de l'ANER sur les circonstances de la mort de l'ancien ministre Chérubin Okende. La CAJ dénonce l'atteinte à la liberté de la presse et au droit de l'information. Elle rappelle que la détention doit être l'exception et la liberté la règle et que toute personne doit bénéficier de la présomption de l'innocence et du respect de son droit à la défense. Elle rappelle par ailleurs que Stani Boujakira soit libéré sans condition ou à défaut, soit déféré devant son juge naturel dans un délai raisonnable conformément à l'article 19, alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Elle appelle les autorités congolaises au respect des engagements internationaux du pays en matière de liberté d'expression en général et de protection des journalistes en particulier. La CAJ s'associe aux journalistes qui demandent justice pour son confrère tout en exprimant sa solidarité à Stani ainsi qu'à toute sa famille biologique et professionnelle. Pour elle, c'est la lutte de tout citoyen pour que la République démocratique du Congo soit la vitrine de la démocratie et de l'état de droit. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile,
Mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Excellences, mesdames et messieurs, les perturbations climatiques constituent de nos jours une pandémie écologique aux conséquences désastreuses. Ce n'est un secret pour personne que l'action humaine reste à la base de ces changements climatiques qui nous imposent la sécheresse ou les inondations aux conséquences écologiques, économiques et socio-sanitaires lamentables. La planète Terre, notre patrimoine commun, est, comme vous le savez, en danger. À cet effet, sous mon leadership, mon pays s'est résolument engagé dans la voie diplomatique pour concilier nos intérêts communs, à savoir lutter contre le changement climatique et assurer un développement économique durable et harmonieux. Il y a donc d'un côté l'urgence de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré Celsius, tel que fixé par l'accord de Paris, un objectif qui devrait nous mobiliser tous, pays émetteurs et non émetteurs, et il y a de l'autre la nécessité de garantir aux populations locales des alternatives sérieuses de nature à assurer leur stabilisation et leur survie. L'atteinte des agendas 2030, notamment ceux des objectifs de développement de l'accord de Paris et de l'agenda 30x30, trouve en République démocratique du Congo une réponse commune dans la mise en œuvre de solutions climatiques basées sur la nature. Ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le déclare de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario.
tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Némi Milania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. De corps sans vie, 56 au total, tous conditionnés dans des cercueils peints en blanc. C'est ici que reposera pour l'éternité des victimes de la fusillade meurtrière du 30 août dernier à Goma. Des gros camions fuseaux ont été mis à contribution pour acheminer les corps sans vie aux heures vespérales à leur dernière demeure. Sur le lieu des obsèques, la tristesse est à son comble. Des pleurs et cris de douleur ont caractérisé ces moments de séparation. Au vu de cercueils blancs, personne ne pouvait se contenir. L'émotion était grande pour les membres de famille très affligés par cette disparition inopinée des êtres chers. Après une prière œcuménique, les agents du cimetière assistés de ceux de la protection civile et les secouristes de la Croix-Rouge ont amené chaque corps sans vie dans sa dernière demeure sous l'encadrement des agents de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le déplacement de Goma pour rencontrer les familles des victimes et assister à la cérémonie d'inhumation promettant de rendre justice aux proches des défunts. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Peu avant cette douloureuse mise en terre, le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a transmis les condoléances du gouvernement aux membres de familles éprouvées. À l'issue des échanges, un consensus a été trouvé. Edmond Roussina et représentant des familles endeuillées. Le programme est tombé hier nuitamment, c'était au courant de la journée d'hier. Et en tant qu'Africain, c'était très difficile de préparer les gens, les membres des familles, pour qu'ils participent aux obsèques ou à ce processus d'inhumation. Fort malheureusement, le programme était d'avance tracé. Le processus passe directement, mais aussi il y a des contraintes sanitaires qui ont poussé le gouvernement à agir de la sorte. Le 30 août 2023, 57 personnes dont un agent de la police avaient été tuées pendant que les forces de l'ordre tentaient de contenir une manifestation des fidèles d'une secte mystico-religieuse opposée à la présence en RDC de la MONUSCO, des ONG internationales ainsi que la force régionale de l'EAC. Les 158 personnes arrêtées au terme de cette opération comparaissent devant le tribunal militaire garnison de Goma. 6 militaires impliqués dans cette fusillade ont été mis à la disposition de la cour militaire du Nord Kivu. Leur procès en flagrance se poursuit. Peter Chirimwami a pris officiellement ses fonctions. Il est nommé nouveau gouverneur militaire par intérim du Nord Kivu. Il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Ondima, rappelé à Kinshasa au lendemain de la fusillade meurtrière du 30 août dernier. Signature du procès verbal et remise des sceaux en signe de passation du pouvoir avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean Romuald Lipopo, qui assumait l'intérim. Le général Chirimwami a pris officiellement le bâton de commandement devant les autorités politiques, administratives, militaires et policières. Le général-major Jacques Ishalingoza Nduru, qui a présidé cette cérémonie, a invité la population du Nord Kivu à soutenir les actions du nouveau gouverneur pour la pacification et la stabilisation de leur province. La province du Nord Kivu et la province de l'Ituri sont en état de siège.
Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final de recherché par ce que nous faisons, c'est la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, main dans la main, avec la population. En tant que gouverneur militaire intérimaire d'une province sous état de siège, le général Peter Chirimwami est aussi nommé commandant des opérations. Cette nomination témoigne de l'importance accordée à la situation dans cette région. Il a pour responsabilité la supervision des opérations militaires sur le terrain, la coordination des troupes et la mise en place des stratégies pour faire face aux groupes armés et rétablir la paix et la sécurité. Du côté de la population, on nourrit des gros espoirs et on espère une restauration rapide de la paix dans cette province. Nous, comme population, ce que nous sommes en train d'attendre de notre gouvernement, c'est de restaurer la paix et la sécurité. Nous ne voulons plus voir nos frères courir dans les camps de déplacés. Une grande partie des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo sont actuellement sous occupation des terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Une situation qui a causé les déplacements de dizaines de milliers de personnes vers les zones plus sûres. Isabelle et Passion, respectivement habitantes de Goma et président de la jeunesse de Rutshuru, attendent du nouveau commandant des opérations militaires des actions concrètes pour mettre fin au déplacement massif des populations dans la région. On veut la paix et cette paix doit être recherchée par tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous demandons à toute la population congolaise, à toutes les femmes, de tenir la main à cette autorité qui vient d'être installée. Mais tout ce que nous on a besoin vraiment, c'est qu'il y ait des actions concrètes et que la paix revienne et que les populations déplacées puissent rentrer dans leur zone. Nous demandons aux autorités militaires de ne pas se fier seulement à l'administration. Donc nous demandons au général Peter Chirimwami de ne pas rester au bureau, mais plutôt d'aller sur la ligne de front et attaquer l'ennemi afin que les zones sous contrôle par l'M23 puissent être libérées. Après sa prise de fonctions, le général-major Peter Chirimwami, en sa qualité de commandant des opérations militaires, a visité les centres conjoints de coordination des opérations. C'est une poignée de journalistes réunis au sein du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo qui a investi ce mercredi le palais de justice de Kinshasa. C'est ici que se trouve le siège du ministère de la Justice. À travers ce sit-in, ces professionnels des médias veulent faire pression sur le gouvernement à travers le ministère de Justice pour obtenir la libération de l'un des leurs. Stanis Boujakera Tiamala, directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd et correspondant du magazine Jeune Afrique en République démocratique du Congo, est incarcéré à la prison centrale de Kinshasa depuis plus d'une semaine. Il lui est reproché de propagation de faux bruits suite à la publication dans le magazine Jeune Afrique d'une fausse information mettant en cause les services de renseignement dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende. Devant le palais de justice, les manifestants ont scandé des slogans demandant la libération de Stanis Boujakera. Les journalistes ont décidé de venir saisir le ministre de la Justice et garde des Sceaux en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stanis Boujakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire, parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stanis Boujakera, et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Voulant faire un forcing pour accéder au ministère de la Justice, ces professionnels des médias ont été interceptés par la police, commise à la sécurité du ministère. Ils ont été informés de l'absence de la ministre de la Justice. Après un bras de fer avec la police, les journalistes ont été rejoints par un conseiller de la ministre. Il y a également le vice-ministre de la Justice qui n'est pas là, vu
vous êtes là et vous réclamez ce qui est de votre droit, la justice permet de venir parler afin de récupérer ces documents. Et quand le ministre sera là, je vais devoir lui déposer ça. Cependant, cette manifestation n'a pas connu une forte mobilisation des journalistes. Ce sit-in n'a regroupé que près de 30 journalistes. Une déception pour les organisateurs. C'est regrettable pour moi de constater qu'il y a à peine 4-6 confrères qui se mobilisent pour Stanis Boujakira. Là où il est, c'est vrai qu'il est heureux de constater qu'il y a des confrères qui se sont mobilisés pour lui, mais en même temps, il regrette parce qu'il n'y a pas eu assez de mobilisation. Arrêté depuis le 8 septembre dernier à l'aéroport de Njili, alors qu'il se rendait à Lubumbashi, Stanis Boujakira Chamala, qui se trouve actuellement au CPRK, attend toujours que son sort soit fixé par la justice. Répondant à une question de la presse au sujet de l'arrestation de Stanis Boujakira, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit regretter ce qui est arrivé à ce journaliste. Le chef de l'État a tenu à rassurer qu'il veille au respect des droits de ce journaliste. L'Assemblée will hear an address by His Excellency Félix Tshisekedi Tshilombo. À la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a annoncé que des élections démocratiques seront organisées à la fin de cette année. Pour garantir le succès de ce processus électoral, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Quant à la question de l'Est avec l'M23, Félix Tshisekedi a marqué sa fermeté à ne pas négocier avec ces rebelles terroristes. Ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Tout compte fait, les déclarations de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale de l'ONU reflètent les préoccupations majeures de la RDC concernant la sécurité dans l'Est du pays, les relations avec ses voisins, en particulier le Rwanda, et sa détermination d'organiser les élections dans les délais. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Au lendemain de son installation comme gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami est allé sur la ligne de front. Il s'y est rendu pour remonter le moral de troupes qui affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En dépit du cessez-le-feu en vigueur, l'armée congolaise doit être sur ses gardes pour ne pas se laisser surprendre par les terroristes du M23 qui ne cachent pas leur intention de prendre la ville de Goma. La priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure
que nous sommes prêts. L'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Le général-major Peter Chirimwami est devenu gouverneur intérimaire du Nord Kivu au lendemain de la fusillade meurtrière de Goma qui a fait au moins 50 morts selon le dernier bilan officiel. En dépit de cet incident malheureux, le général-major Chirimwami exhorte la population de Goma à toujours avoir confiance en l'armée congolaise. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre les Congolais. Et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception chez nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Après cette visite du nouveau chef des opérations dans les Nord Kivu aux hommes des troupes, ils sont sûrement en alerte pour riposter à toute attaque des terroristes du M23. La République démocratique du Congo est un partenaire de premier plan non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le Royaume-Uni, qui n'envisage pas d'accueillir dans le cadre du prochain sommet Afrique-Royaume-Uni, UKACE, qui se tiendra à Londres en 2024, un pays important comme la RDC. Pour ce faire, délégué par Sa Majesté le Roi Charles III et au nom du gouvernement britannique, le Dr Alistair McFall, envoyé spécial, a au cours de l'audience lui accordée par le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie, Crispin Bandou Panzou, révélé les termes de sa première mission. C'est ma première visite en tant qu'envoyé spécial pour le sommet d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique. C'est la première visite ici. C'est parce que nous savons que ce pays est très important et je voudrais venir ici pour discuter les objectifs de notre sommet qui se tiendra à Londres 2024. Et j'ai eu une discussion avec le vice-ministre des questions, des objectifs pour nous et pour la RDC. Quant à tout l'intérêt à retenir de ce rapport avec la RDC, l'Empire britannique s'accorde de renforcer certains domaines précis. Des questions financières en général, de la technologie et l'énergie renouvelable, le changement climatique et l'agritech et la position économique des femmes, etc. C'est un tournant remarquable dans les relations entre la couronne de Sa Majesté le Roi Charles avec le gouvernement du Royaume-Uni et la RDC, qui se dynamise davantage pour des grandes perspectives.